Et si je vous disais que le discours d'Emmanuel Macron du 13 juillet dernier n'est pas seulement militaire, mais qu'il parle de nous, de notre société fracturée et peut-être de ce que nous avons perdu en tant que peuple. Je ne suis pas là pour faire de la politique, ni pour prendre parti. D'ailleurs, désolé, c'est pas une vidéo, c'est à nouveau un podcast. Je suis en vacances, donc je vous aurai que l'audio. Mais je vais vous proposer sur ce sujet une analyse à travers la PNL, la psychologie collective et la structure même du discours d'Emmanuel Macron pour comprendre comment un chef d'État influence nos émotions, nos croyances et notre vision de la liberté. On va parler de peur, de puissance, de fracture sociale, mais aussi de ce qu'on pourrait retrouver si on apprenait à décoder ces messages et à les modéliser. Alors voilà, donc le 13 juillet 2025, à la veille de la fête nationale, Emmanuel Macron a prononcé un discours devant les armées françaises à l'hôtel de Brienne. Alors un discours grave, solennel, dans lequel il affirme ceci: depuis 1945, notre liberté n'a jamais été autant menacée. Et il annonce une hausse massive du budget militaire, une réforme du ministère des Armées et un effort national pour renforcer la dissuasion. Face à cela, on peut réagir avec deux grands réflexes. Soit on adhère parce qu'on a besoin d'un cadre fort, soit on rejette parce qu'on refuse ce climat de peur. Mais dans les deux cas, on passe à côté de l'essentiel. Ce discours, qu'on l'aime ou non, structure notre perception collective. Il installe des croyances, modifie nos états internes et agit profondément sur notre représentation du monde. C'est pourquoi j'ai voulu l'analyser à travers les outils de la PNL, des niveaux logiques et de la psychologie du langage. Pas pour juger, mais pour comprendre ce qu'il dit de notre époque et peut-être de notre fracture intérieure. Alors, ça a été ce discours un moment symbolique parce que c'était à la veille du 14 juillet où le président s'adresse traditionnellement aux militaires mais aussi indirectement à la nation. Et cette année, donc, le ton était particulièrement grave. Donc voilà, comme je le disais, il dit depuis 1945, notre liberté n'a jamais été autant menacée. Et derrière cette phrase, il annonce donc une augmentation du budget militaire de 6,5 milliards d'euros sur 2 ans, une réforme en profondeur du ministère des Armées, un appel à la jeunesse pour s'engager et une vision, celle d'une France puissante, dissuasive, crainte pour être libre. Il évoque des menaces multiples, la Russie explicitement nommée, la guerre hybride, cyber, quantique, la désinformation, un climat mondial instable où l'Europe ne serait plus protégée comme avant. C'est un discours de puissance, de tension, de mobilisation. Mais ce qui m'a frappé, c'est ce qui est dit et surtout ce qui n'est pas dit. Aucun mot sur l'école, sur la culture, sur la santé, sur la société civile, sur les citoyens. Tout le récit repose sur l'armée, la force, la dissuasion. Ça m'a donné envie de creuser. Quelles croyances sont véhiculées? Quel effet ce discours peut-il avoir sur notre inconscient collectif? Et surtout, est-ce que c'est le reflet d'une réalité extérieure? Ou est-ce que c'est le signe d'un effondrement intérieur que le pouvoir cherche à contenir autrement? Alors, regardons ce qui est factuellement vrai. Avant de décoder le discours sur le plan psychologique, il faut être honnête. Ce que dit Macron ne repose pas sur du vide si on en croit bien sûr les informations. D'après les informations que nous avons depuis plusieurs mois, la France est la cible de cyberattaques massives attribuées aux services russes. Notre propre chef d'état-major, Thierry Burkhardt, a déclaré que la Russie considère la France comme son principal adversaire en Europe. On parle aussi d'actes de sabotage sur des infrastructures critiques, d'espionnage renforcé, de campagnes de désinformation ciblées sur les réseaux sociaux. Et en parallèle, le contexte international est objectivement préoccupant. La guerre en Ukraine se prolonge, l'Europe est fragile stratégiquement, les technologies de guerre ont évolué, quantique, intelligence artificielle, satellites, manipulation cognitive. Donc oui, si on en croit les informations, il y a des menaces réelles, identifiées, documentées. Donc Macron ne les invente pas. Mais là où l'analyse commence vraiment à travers un prisme plus psychologique, c'est lorsqu'il compare cette situation à celle de 1945. Quand il dit que notre liberté n'a jamais été aussi menacée depuis la Seconde Guerre mondiale. Là, on change de registre. On quitte le factuel. On entre dans la narration, la mise en scène émotionnelle. C'est ce que la PNL appelle le niveau des croyances. Donc la phrase clé du discours dans la croyance, depuis 1945, notre liberté n'a jamais été autant menacée. Là, on passe dans un registre de croyances et des émotions, un émotionnel très fort. C'est plus une simple mise en garde, c'est une analogie historique, dramatique. Mais soyons lucides. En 1945, la France était occupée militairement. Il y avait des combats sur notre sol, une terreur quotidienne.
Aujourd'hui, il n'y a pas de troupes ennemies à nos frontières, pas d'armée russe qui avance vers Paris. On fait face à des menaces hybrides, diffuses, réelles certes, mais d'une autre nature. En comparant la situation actuelle à celle de 1945, Macron crée un effet d'urgence existentielle. Un climat où la peur devient légitime, où le devoir de puissance devient moralement indiscutable. Et surtout, il n'existe plus qu'une seule voie pour garantir la liberté, la force. Or, ce type de discours ferme l'imaginaire. Il inhibe la réflexion collective, il renforce la verticalité du pouvoir. Il ne s'adresse ni à la société civile, ni aux éducateurs, ni aux artistes, ni aux citoyens ordinaires, seulement à l'armée, comme si tout le reste ne comptait plus. C'est ici que le discours commence à enfermer le collectif dans un état émotionnel précis, un état de tension, de devoir, de mobilisation, presque de résignation. Et pour comment ce type de message agit sur nous, on va maintenant utiliser les outils de la PNL. Alors on va analyser le discours à partir en PNL de deux grandes grilles que je vais prendre dans ce podcast. D'abord les niveaux logiques qui modélisent la structure profonde d'un message et on va aller regarder les présupposés de la PNL, la philosophie, l'éthique de la PNL qui fait partie du courant humaniste pour le rappel et qui nous disent que ce discours, on va voir si ce discours respecte ou non les fondements de la communication humaniste. Alors commençons par les niveaux logiques. Donc dans les niveaux logiques, vous vous souvenez, il y a le niveau, pour ceux qui connaissent ou pour ceux qui le découvrent, d'abord le premier niveau, c'est le niveau de l'environnement. Donc dans l'environnement, factuellement, on sait que le monde effectivement est devenu dangereux, la Russie est hostile, les menaces sont hybrides et constantes, ok. Dans les comportements, qui est le niveau du dessus, les comportements, qu'est-ce qu'il propose de faire? Il dit nous allons augmenter le budget militaire, réformer le ministère, mobiliser la jeunesse, ok. Le niveau du dessus des comportements, c'est le niveau logique des capacités. Donc il va dire en termes de capacité, nous avons la technologie, les moyens, les alliances pour faire face. Ok. Le niveau du dessus des capacités, c'est les croyances et les valeurs. Donc là, on a la valeur de liberté et les croyances qui sont associées à la liberté. C'est la liberté ne se négocie pas. Pour être libre, il faut être craint. Voilà la croyance principale. Le niveau du dessus des croyances et des valeurs, c'est le niveau de l'identité. Donc là, on est sur l'identité française. La France se définit ici comme une puissance protectrice, pilier de l'Europe, garante de l'ordre. Et au-dessus de l'identité, on a le niveau logique de la vision, donc ça serait préserver notre liberté par la dissuasion, empêcher le chaos mondial. Donc, si on prend que les niveaux logiques avec la PNL, on pourrait se dire que c'est un discours stratégiquement bien aligné, assez congruent, il coche toutes les cases du modèle, mais le problème, c'est qu'il alimente un récit unique. La peur, c'est la boussole du récit, la force, c'est la réponse, et l'obéissance, c'est un devoir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder maintenant à travers le prisme des présupposés humanistes de la PNL. Donc, si on regarde maintenant à travers les présupposés, qu'est-ce que ça donne? Alors, dans les présupposés de la PNL, on a un présupposé qui nous dit « la carte n'est pas le territoire », c'est-à-dire qu'effectivement, la représentation de la réalité n'est pas la réalité. La carte est bien une représentation du territoire de la réalité. Ici, ce présupposé n'est pas respecté. Macron présente sa vision comme étant la réalité. Il n'ouvre pas d'autres récits possible. On a un deuxième présupposé qui nous dit chaque comportement a une intention positive, c'est-à-dire que quand on est dans un conflit, ce qui est intéressant de savoir comment on gère les conflits avec la méthode de la PNL, c'est d'aller chercher dans la personne où il y a une situation conflictuelle, quelles sont ses intentions positives, quel est le besoin qui est derrière. Ici, l'intention positive est à peine évoquée, l'adversaire est désigné, il n'y a aucune nuance, il y a absolument aucune intention d'aller chercher à comprendre quelles sont les intentions de la Russie. On sait ce qui se passe pour l'Ukraine, mais on n'a pas de seconde position pour comprendre qu'est-ce qui se passe pour la Russie. Ensuite, on a un troisième présupposé qui nous dit le sens de la communication est dans la réponse qu'elle génère, c'est-à-dire que notre manière de communiquer déclenche une réaction en face. On voit que chez Emmanuel Macron, ce présupposé n'est absolument pas intégré chez lui. Il n'a aucune prise en compte de l'impact émotionnel sur les citoyens. Je pense que c'est un des présidents qui a été le plus détesté dans l'histoire de notre République. Il y a eu énormément de... Voilà, le pays est vraiment fracturé. Il ne prend pas en compte
l'impact qu'il a sur les citoyens. Il n'y a qu'à lire, suite à son discours, tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Autre présupposé de la PNL qui nous dit « les ressources sont en nous, on a la possibilité de développer les ressources ». Ici, c'est totalement absent du discours. Le peuple n'est pas du tout mobilisé comme une ressource, mais plutôt comme une fragilité à protéger. Enfin, un des présupposés de la PNL nous dit « le corps et l'esprit forment un système ». Ici, c'est ignoré, on ne parle que de force extérieure, jamais de sécurité intérieure, psychologique, culturelle. En clair, c'est un discours stratégiquement cohérent sur les niveaux logiques, mais émotionnellement réducteur. Il ne respecte pas la logique systémique et humaniste que défend par exemple la vision de la PNL. Et ça nous amène à une question clé. Pourquoi un président en arrive-t-il là? Pourquoi s'appuyer autant sur l'armée et si peu sur le tissu social? En fait, la sécurité, c'est pas obligé de passer que par la force. Il peut y avoir effectivement d'autres aspects qui permettent, au-delà de la force, de sécuriser une nation. Par exemple, ce qui pourrait être intéressant, ça serait la cohésion sociale, l'éducation au discernement et à la vérité, une culture morale forte, une stabilité civique et culturelle. Des choses qu'on va retrouver, la cohésion sociale par exemple, et l'éducation au discernement et à la vérité, c'est des choses par exemple qu'on va retrouver dans le gouvernement finlandais, par exemple en Finlande. La culture morale forte, la stabilité civique et culturelle, c'est des choses qu'on va pouvoir retrouver effectivement au Japon. Donc c'est des formes de puissance qui créent une sécurité moins visible que par l'armement ou la force, mais c'est tout autant stratégique. Ça rend le peuple plus difficile à manipuler, plus difficile à diviser, plus difficile à soumettre. Alors pourquoi Macron choisit-il une posture aussi verticale ? Pourquoi recentrer tout l'imaginaire collectif autour de la dissuasion, de la puissance et du devoir ? Peut-être que la réponse elle est simple mais qu'elle est inconfortable. Peut-être parce qu'il n'a aucun autre levier. Fort de constater que la France est aujourd'hui profondément fracturée. Et si je prenais l'exemple de la Finlande ou du Japon, on a des sociétés où il y a une vraie cohésion nationale qui existe. Mais ici, en France, politiquement, la société, elle est vraiment polarisée entre extrême droite et extrême gauche, ce qu'on a vu lors des dernières législatives. Socialement, les inégalités, elles explosent, les repères s'effondrent et culturellement, il n'existe plus de récit commun, de pacte symbolique fort. Donc résultat, la cohésion sociale ne peut plus être mobilisée comme outil stratégique et donc quand un président ne peut plus compter sur un lien horizontal entre les citoyens, il va dans ces cas-là renforcer le lien vertical par l'armée, l'autorité, le contrôle. Donc c'est pas forcément par idéologie, mais c'est peut-être par contrainte structurelle. Donc qu'est-ce que ça dit ? Quelque part, c'est un aveu d'échec, parce que ça nous dit quelque chose d'essentiel. Quand un État n'a plus que la force pour garantir la cohésion d'un pays, c'est qu'il a déjà perdu la bataille du lien. Et c'est là que je pense que le rôle des formateurs, des éducateurs, des artistes, des citoyens conscients redevient fondamental. Et c'est là où ça va nous concerner du coup directement. Donc que faire de ce constat ? Ce discours, on peut le voir non pas comme un message politique, mais plutôt comme un miroir. Il nous montre le niveau de cohésion de notre pays, le type de réponse qu'un pouvoir estime encore mobilisable, et peut-être même ce que nous avons collectivement désinvesti, le lien, la confiance, la conscience. Alors que faire ? D'abord, ne pas tomber dans le piège binaire. Ce n'est ni un bon discours, ni un mauvais discours, c'est un signal. Et chacun peut en faire quelque chose de différent. Ensuite, remettre sur la table les formes de puissance invisibles mais essentielles. La puissance de l'éducation, la puissance de la culture, la puissance de la parole vraie et surtout la puissance de la clarté intérieure. Parce que la sécurité ne se construit pas uniquement par des missiles, mais par des esprits lucides, des consciences éveillées et des peuples qui ne paniquent pas face au discours de la peur. La vraie souveraineté commence peut-être là, quand on ne confie plus toute notre sécurité psychologique à l'État, mais quand on commence à reconquérir notre responsabilité de penser, de ressentir, de discerner. Et ça, c'est à la portée de chacun, à commencer par nous, aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, j'ai hâte de lire vos points de vue pour que ça devienne un lieu de
partage. Si vous souhaitez vous abonner, ça sera avec plaisir, liker, partager. Également, si ces sujets-là activent chez vous des peurs, des angoisses, j'ai fait une méditation pour la paix dans le monde qui est sur la chaîne. Vous pouvez regarder cette vidéo, elle fait beaucoup de bien, nous ramène vraiment sur beaucoup plus de sécurité à l'intérieur de soi. Et puis si vous souhaitez vous former vous aussi en PNL, n'hésitez pas à aller sur mon site activepnl.com, vous y trouverez toutes les formations que je propose. À très vite les amis.